d'être venu avec Marina. Et je vais laisser l'animation de ce premier temps. Donc c'est une journée de rentrée de la France, de rentrée politique de la France insoumise. Les GA de Martigues ont organisé cette journée en 3 temps, ok ? Donc là, on va avoir un premier temps qui est une table ronde avec des acteurs et des actrices du territoire sur la question de la transition écologique, énergétique. Enfin, Nani va mieux vous en parler que moi. Et je remercie tous les invités qui ont accepté de venir prendre la parole. Bien sûr, chaque personne qui intervient, elle le fait. Et ensuite, chaque personne qui est là aussi peut interagir, poser des questions. Il y a quand même des vrais enjeux sur ce territoire en matière de transition énergétique qui sont hyper importants et fondamentaux. Si on ne les discute pas entre nous, qu'on n'accepte pas nos désaccords, ça sera mal parti. Et ensuite, il y a un deuxième temps où on accueillera Manuel Bompard pour un beau d'ailleurs, meeting des luttes, avec aussi, là encore, des acteurs et des actrices du mouvement social local. Et ensuite, on aura un troisième temps qui sera un temps convivial avec une restauration, des repas qui ont été préparés notamment par Marie, des boissons qui seront au profit de la solidarité avec Gaza. On en parlera aussi au moment du meeting. Et un petit concert de la chanteuse Misty, un showcase de chansons françaises en même temps. Ça va pour tout le monde ? C'est clair ? Bon, alors ça va. Je vous propose qu'on attende notre eurodéputée Marina. Ah, je la vois, elle arrive, donc voilà, donc ça va aller, on va pouvoir démarrer. Donc écoutez, nous sommes un certain nombre qui participons à cette table ronde. Je ne connais pas moi-même exactement le nombre et qui participe, mais chacun prendra le micro, se présentera. En tout cas, nous vous remercions d'être venus pour participer donc à cette table ronde sur Martigues, ville en transition écologique, s'entend. La transition écologique est valable partout. Mais dans la ville de Martigues, bonjour Marina, dans la ville de Martigues, qui est un territoire un peu spécial, cette transition présente peut-être, sans doute même, des particularités, puisque c'est une ville qui est une ville de bord de mer, avec la Méditerranée. C'est toujours quelque chose qui met une empreinte spéciale dans une ville. C'est une ville aussi qui côtoie l'étang de Berre, qui est une des plus grandes étendues d'eau d'Europe et qui a la spécificité quand même d'être une étendue d'eau qui communique avec la mer, ce qui lui donne des caractéristiques particulières. Et puis c'est une ville industrielle qui comporte à ses portes, pas loin de chez elle, une grande zone industrielle, et mieux une zone industriello-portuaire, qui est là aussi une des ensembles les plus importants d'Europe en matière d'industrie portuaire, puisque un seul chiffre, nous avons quand même là, dans cette zone, 15 sites Céveso. Et donc tout cela fait un paysage original, spécial, avec la Grande Bleue et toutes ces industries sur les plages pratiquement. Et la transition écologique se pose donc de façon particulière chez nous. Les questions sont multiples. On peut parler de Martigues et de sa plaine agricole, de Saint-Julien-les-Martigues. On peut parler aussi des pollutions et de la santé en liaison notamment avec les industries. On peut parler du dérèglement climatique, et nous allons le faire. On peut aussi esquisser les annonces de réorganisation industrielle sous la bannière de la décarbonation. Je ne sais pas si on l'abordera. Je cite des thèmes qui sont chauds, brûlants. Je ne sais pas si on aura le temps et les moyens de tout aborder. On peut aussi s'interroger sur les mobilités dans ce pays de Martigues. Quelle place pour les mobilités douces? Est-ce qu'il faut poursuivre le tout autoroute ou pas? Que devient l'étang de Berre? Je crois qu'il y a quelqu'un qui va en parler, de l'étang de Berre, ici. Donc voilà, des questions qui se posent et nous sommes heureux
d'avoir pour en parler des personnes qui sont investies dans des associations, dans des syndicats, même ils sont investis de façon citoyenne ou professionnelle, et où, hein, tout ça c'est et où. Et ces personnes sont évidemment d'infinie préciosité parce que nous, insoumis, c'est comme ça qu'on fait de la politique. On ne fait pas de la politique en temps retranché, mais on la fait vraiment au contact de celles et ceux, toutes celles et ceux, encore une fois, associatifs, syndicalistes, citoyens, qui sont confrontés aux problèmes qui s'offrent à eux. Et c'est ainsi que nous coélaborons avec eux notre politique et les solutions que nous esquissons pour le pays. Donc, merci à vous d'être venus avec vos expertises, avec vos expériences. Vous allez nous en faire part. Chacun et chacune prendra le micro, se présentera soi-même. Je crois que c'est la meilleure façon de se présenter. Et puis, c'est Marina qui mesure, notre eurodéputée, qui est membre du bureau de la gauche européenne au Parlement européen, mais aussi présidente de la délégation LFI au niveau du Parlement européen. C'est Marina qui est venue écouter et participer à ce débat. Et on va lui donner le droit, parce que c'est Marina, de prendre le micro quand elle voudra, pour dire, ou quand si elle ne veut pas, elle ne le prendra pas, elle ne le prendra qu'à la fin. Elle le prendra à un moment donné, bien sûr, pour nous faire part de ses réflexions. En tout cas, je vous remercie chaudement d'avoir répondu à notre invitation, et on remercie aussi beaucoup Marina. On l'applaudit peut-être d'être venue. Comme animatrice de débat, je vais simplement vous poser juste quelques questions dont vous tiendrez compte ou pas. Ça sera à vous, à chacun, de faire comme il lui plaît. Donc chacun et chacune se présente à sa façon, ça je l'ai déjà dit. Chacun et chacune pourrait présenter son domaine, ses compétences, ses combats militants, les revendications qu'elle porte. Elle pourrait dire, cette personne, quel lien elle entretient avec le territoire de Martigues, comment ça se développe en ce moment. Et puis, une question subsidiaire, facultative, à laquelle on peut très bien ne pas répondre. Eh bien, chacun et chacune pourrait dire quelles seraient là où les premières mesures qu'elle ou il prendrait si elle était maire de Martigues. C'est une question facultative, mais qui peut faire cogiter. Voilà. Et à la suite de la table ronde, Fred vous l'a dit, il y aura le meeting des luttes. Donc le micro est disponible pour le ou la première intervenante de cette table ronde. Qui sera-ce? Je regarde météorologue distingué. Voilà. La lourde tâche de commencer. Eh oui, mais là, faut... Bonjour tout le monde, donc je dois me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Jérôme Sambucy, je travaille à Météo France. Je suis référent climat pour la région sud-est chez Météo France et j'ai eu des activités syndicales où j'ai été représentant à Solidaire Météo. En fait, voilà. Un territoire à transition, c'est le nom de la table ronde. Pourquoi il y a besoin de transition, après tout? Une des raisons principales, c'est pas la seule, hein, mais une des raisons principales, c'est quand même ce qui se passe du point de vue du climat, avec un climat qui est en train de changer. Maintenant, normalement, tout le monde devrait commencer à le savoir. Il y a des chiffres, il y a des rapports remis par le GIEC qui établissent ça, les scientifiques, et qui mesurent l'ampleur de ce changement climatique. Ce changement climatique qui s'illustre d'abord par un réchauffement, une hausse des températures. Et ça, on peut le voir sensiblement dans notre région, sur notre territoire, justement. Cet été, 2 vagues de chaleur, par exemple. Eh bien, on s'en souvient plus déjà, mais avant les années 90, il y avait une vague de chaleur en France tous les 5 ans à peu près. Depuis les années 2000, il y en a une chaque année. Et en fait, depuis les années 2010, il y en a plusieurs chaque été.
Donc ça, c'est déjà un élément du climat et qui, nous, en région sud, nous touche particulièrement parce que les épisodes de vagues de chaleur, de canicule, ça a beaucoup d'effets. Ça a un impact sur la santé des gens. En 2003, on se souvient de la canicule terrible qu'il y avait eu, qui était isolée à cette époque-là et qui avait fait déjà 15 000 morts en plus au niveau français et plus de 70 000 morts au niveau européen. Donc un impact sur la santé, mais le réchauffement climatique aussi, c'est un dérèglement de tous les paramètres du climat. C'est pas simplement les températures, c'est aussi le régime des précipitations. Et en Méditerranée, ici, point de vue changement climatique, on est particulièrement exposé. Les spécialistes, ils appellent ça un hotspot du changement climatique, c'est-à-dire un point très sensible où le changement climatique se produit de manière plus exacerbée. Notamment sur les épisodes de sécheresse, en plus des hausses de température, il y a une modification du régime des pluies. On connaît maintenant des sécheresses de plus en plus longues, de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. C'est une deuxième manifestation du changement climatique. Et ici, on y est sensible. On est déjà une région sèche en période estivale. Ceux qui sont dans l'agriculture pourront en témoigner dans leur vécu. Et cette sécheresse-là va s'accentuer et va devenir en fait plus fréquente. Cette sécheresse, non seulement sur l'agriculture, elle a un impact, mais elle a un impact aussi, on l'a vu, sur les bâtiments, avec des bâtiments qui se fissurent. Pourquoi c'est un rapport avec le climat? Eh bien parce qu'avec la succession des sécheresses, il se trouve qu'après, quand on aborde la saison humide qui est chez nous l'automne, avec les précipitations violentes, eh bien, une fois qu'on est sorti de la sécheresse, qu'on attaque ces événements climatiques violents méditerranéens, eh bien, eux, ils deviennent de plus en plus violents et intenses aussi. C'est-à-dire qu'il pleut moins souvent durant l'année, et notamment durant l'été, mais quand il pleut de manière plus violente. Et ça, finalement, sur les sols, par exemple, sur lesquels sont assis les bâtiments, eh bien, finalement, il y a une rétractation des sols argileux, notamment pendant les sécheresses, et pendant la période des pluies très intenses, eh bien, au contraire, il y a un gonflement, et ce retrait-gonflement, eh ben, ça fait les fissures qu'on peut voir sur les bâtiments, et ça a peut-être contribué à ce qui s'est passé du côté de la ZUP, là, avec un bâtiment qui a dû être détruit, et qui est peut-être en rapport, il faut être prudent, parce qu'après, il faut une enquête minutieuse, mais avec ce changement climatique-là. Voilà, ce changement climatique s'est avéré depuis le rapport de 2021, le dernier rapport 2021-2023 du GIEC. La responsabilité de l'homme est avérée, de l'homme, de l'humain, entendons-nous. Et ça, finalement, on peut le prendre comme une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on y est pour quelque chose de par nos activités, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus. Et justement, je reviens à territoire en transition, on a un rôle à jouer en fait vis-à-vis du changement climatique. Et ce rôle-là, il est sur deux axes en fait. Les scientifiques nous disent qu'il faudra mener ces deux axes d'action en même temps. Le premier axe, c'est l'atténuation, c'est-à-dire qu'il faudra limiter le changement climatique autant que possible en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de ce changement climatique. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, c'est, malgré tous les efforts qu'on pourrait faire et qu'on devra faire, et que j'espère on fera, bien le climat, il va quand même changer parce qu'il y a des gaz à effet de serre qui sont déjà supplémentaires, qui sont déjà accumulés dans l'atmosphère, qui produisent des effets. Et donc le climat va quand même changer, j'espère de manière atténuée, mais il faudra s'adapter à ce nouveau climat dans deux axes, en fait, réduire nos émissions pour limiter le changement climatique et s'adapter au nouveau climat. Et pour pouvoir s'adapter au nouveau climat, il va falloir réduire en fait l'ampleur du changement climatique, sinon on n'aura plus de marge d'adaptation. Donc l'intérêt, c'est ça. Nous, il se trouve que sur notre territoire, on a un des 5 grands pôles français industriels présents sur le territoire, avec la zone de Fos, l'Aveyron, etc. Et des émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Nous, ici, on est des bons producteurs. Hein. Mais du coup, il ne faut pas le voir comme une mauvaise chose, il faut le voir comme une possibilité d'action, justement. C'est que si on arrive à réduire les émissions qui sont faites ici, dans cette région, eh bien, ça va bouger les choses au niveau bilan français, en fait. Voilà, donc c'est fondamental, les projets de décarbonation qu'il y a sur toute la zone de Fos-l'Aveyron. C'est quelque chose, il va falloir en discuter collectivement, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident, les solutions sont toujours panachées, un peu complexes. Mais en tout cas, c'est un enjeu fondamental pour un des deux axes d'action qui est l'atténuation pour pouvoir garder des marges d'adaptation.
Une autre vulnérabilité de notre territoire au changement climatique, c'est la montée des eaux. Comme tu le disais, Nani, Martigues s'est construit sur l'eau, on a une zone littorale importante, et la montée des eaux, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne s'occupe pas du premier axe, qu'on ne décarbone pas, on risque d'avoir, dans la deuxième partie du XXIe siècle, à peu près entre 60 cm et 1 mètre d'eau en plus. Vous qui connaissez Martigues, peut-être pas notre député, mais 1 mètre, en fait, ça veut dire que tout le quartier de Lille, des Salins, ici, on a les pieds dans l'eau. Voilà. Donc c'est un changement complet. Donc nous, on a une vulnérabilité aux conséquences du changement climatique sur notre territoire, et dans le territoire en transition, il va falloir en parler de ça, qui est particulièrement importante du point de vue de la température, du point de vue de la sécheresse, du point de vue de la montée des eaux. Et un dernier danger, c'est l'augmentation du risque de feux de forêt. Le risque de feux de forêt, les feux de forêt, ce n'est pas simplement des incendiaires, c'est des incendiaires, certes, c'est aussi des accidents par les gens qui font des barbecues, qui bricolent, tout ce que vous voulez. C'est souvent d'origine humaine, mais c'est sur un terrain plus ou moins favorable. Et le changement climatique, lui, il donne un terrain plus ou moins favorable. Quand vous avez une végétation sèche et que vous avez des températures qui augmentent, eh bien vous avez 2 des 3 facteurs qu'il faut pour avoir un risque maximal de feu de forêt. Le troisième, c'est le vent. Voilà. Et donc, si vous augmentez 2 sur 3, eh bien, le risque de feu de forêt va augmenter, et donc fatalement, avec le hasard des mises à feu accidentelles ou volontaires, eh bien, on va avoir un territoire qui va être soumis à un risque de feu de forêt important. On l'a vu en 2020, 1000 hectares de brûlés en 2020, tout le monde garde à la trace de ce traumatisme. Eh bien, ce risque-là, pour l'avoir vécu dans notre chair finalement, c'est quelque chose, un risque auquel on est particulièrement sensible. Voilà. Donc, à cause de tout ça, eh bien, la transition sur notre territoire, c'est quelque chose d'important. Voilà ce que je voulais dire. Vous oubliez quelque chose ? Je suis impardonnable, j'ai oublié de remercier aussi les organisations politiques qui ont répondu à notre invitation, Europe Écologie Les Verts et le Parti Pirate. Il y a quelqu'un ? Parti communiste. Le Parti communiste viendra après. Après, Ils sont représentés. Ah, pardon. Voilà, c'est pas grave. D'accord. Eh ben voilà. Merci donc d'être parmi nous. Qui prenait le micro, c'est pas Léonard, quoi. Bon, merci de m'avoir invité. Non, moi c'est Bernard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un médecin retraité comme Patrick, un pédiatre retraité. Et donc maintenant je suis plutôt dans l'agriculture. Mais pas. Alors l'agriculture, vous avez. Il n'y a pas une seule agriculture, c'est pas vrai. Il y a l'agro-industrie avec qui est de mèche avec les gros syndicats, les grosses exploitations qui sont là pour l'import-export et qui sont soutenues par le gouvernement et les politiques. C'est pas celle-là que je veux défendre, c'est celle des petits paysans. Donc nous, ici sur Martigues, on a monté une petite association sur la plaine agricole de Saint-Pierre-Saint-Julien. Ça s'appelle Paysan Co. Et puis d'autre part, l'objectif Paysan Co, c'est de promouvoir un petit peu l'agriculture martigale, puisque pour l'instant elle n'existe pas. Il y a absolument rien qui est fait là-dessus. Et d'autre part, je suis syndiqué à la Confédération Paysanne, pour justement pour essayer de contrebalancer. Mais alors comment on va sortir de l'agro-industrie, comment on va pouvoir faire l'agroécologie, ça me semble quelque chose d'immense et de tellement ancré en place. Alors il y a la France des tours, la France des bourgs, mais il y a aussi la France des campagnes. Alors, les petites campagnes, les petits paysans, alors si on leur montre qu'on peut faire quelque chose, peut-être que voilà, il n'y aura pas des votes comme on connaît. Alors la sécheresse, bien sûr, moi je la connais, je la vis, je vis les collines, je suis... quand on voit les plantes souffrir, quand on voit... on le vit, on se dit putain, quand c'est qu'il va pleuvoir, alors il va pleuvoir à Marignane, il va pleuvoir là-bas, mais il ne va pas pleuvoir ici.
vous voyez ces collines là bientôt, elles seront blanches, comme dans l'Adriatique. On est en désertification, hein. Ça c'est clair. Moi je suis peut-être caricatural, mais je le sens comme ça. Je le sens comme ça. Bon, on a eu un beau printemps, on a vu la résilience de la colline qui a... C'était magnifique de voir ça, de voir comment elle s'en est sortie. Mais 1 an de sécheresse, ça va, 2 ans, ça va, 3 ans, l'arbre il va mourir, hein. On a vu des plaques de chêne kermès qui sont donc... chêne kermès, c'est un iceberg, c'est-à-dire il y a 1/10 de la surface, enfin il y a 9/10 de racines du système racinaire, il y a 1/10 qui sort du sol. Donc quand tu vois des chênes kermès en train de griller, ben, tu te dis, j'ai jamais vu ça. Voilà. Et on vit ça sur une courte période, sur une vie humaine, on se rend compte qu'il y a des changements. Alors voilà. Donc il faut faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a une désertification, il y a des sécheresses, et bien sûr il y a l'incendie. Alors la forêt méditerranéenne, son principal danger, c'est l'incendie. Donc nous, on est là, on fait du pastoralisme, même si mes chefs sont sans papier et monsieur le maire n'a pas daigné encore signer la convention de pâturage que je lui ai demandé depuis 2018, alors que Martigues est une commune pastorale. Donc on surveille les forêts, on est là, on est présent tous les jours, 6 heures par jour dans les collines. On fait un travail de... Bon, on a le droit d'y aller, enfin on est toléré. Enfin, au départ, c'était pour un objectif DFCI, défense des forêts contre l'incendie. On entretient les bandes de sécurité et malgré les efforts qu'on a fait pendant des années pour maintenir la BDS très basse, ils sont venus avec les gros engins, ils ont tout raclé jusqu'à la terre. Enfin, donc il y a des organisations à mettre en place. Donc l'avenir, alors sur Martigues, sur le territoire. Alors sur le territoire, moi mon rêve, c'était qu'on arrive à l'ortillonnage, c'est-à-dire qu'on puisse rendre cultivable. On a ici sur Martigues des terrains cultivables dont la moitié sont en friche. Pourquoi ils sont en friche? Parce que les gens pensent qu'un jour le PLU va changer et qu'on pourra vendre notre petit terrain 10 fois ou 100 fois plus cher que ce qu'il vaut au niveau agricole. Donc c'est une des raisons, je pense, du blocage de ces friches. Ensuite, sur Paysan & Co, nous on voudrait aider l'installation de jeunes sur ces friches, mais pour cela il faut quand même avoir des terres cultivables, des terres à l'arrosage. Et on a été très déçus quand on a su qu'ils allaient doubler la canalisation, enfin la Société du Canal de Provence allait doubler ou remplacer la canalisation existante pour alimenter les usines, en détruisant, en passant au milieu des champs. Ça a été dur pour nous parce que moi je pensais qu'il fallait profiter de cette occasion pour pouvoir mailler un petit peu le territoire, mettre des bouches d'arrosage là où il n'y en a pas, et qu'on puisse un jour faire une activité de maraîchage périurbaine, parce que quand ça va coûter très cher le transport, il faudra essayer de... voilà. Donc sur Paysan & Co, ce qu'on voudrait, c'est une plaine nourricière, une plaine où on puisse produire de la nourriture. Donc il y a Thierry qui a 60 hectares qui fait du pain bio. Moi je produis 1 tonne de viande de cabri, plus du lait et des fromages. Donc on est dans le local, on est dans le terroir, on est dans la tradition, on est dans les belles choses, on fait des belles choses, mais par contre, il n'y a rien qui avance. Moi, mon rêve, c'était qu'on puisse alimenter peut-être pas la cuisine centrale, parce que là aussi c'est bloqué, mais peut-être restaurant municipal, peut-être les crèches, les cantines.
voilà, et non, là, c'est pas possible, c'est administrativement, c'est très compliqué. On a l'impression que tout est figé, il n'y a rien qui avance. Est-ce qu'il y a une volonté? Je ne sais pas. Donc moi, si j'étais maire, voilà, je ferais en sorte qu'il y ait un service qui s'occupe de l'agriculture. Parce que celui qui existe actuellement, il ne ferait pas avancer les choses. Il y a peut-être trop de postes à régler en même temps, mais l'avenir, c'est quand même l'agriculture, il faut le penser. Il n'y a pas que l'industrie, il n'y a pas que la décarbonatation. Et je pense que c'est dommage. Nous, on s'est investi d'une mission, c'est-à-dire de nourrir les gens quand même. Et quand on voit que c'est trop difficile, ça nous voilà. Cathy, tu veux ajouter un mot? Oui. Bonjour, je ne vais pas parler très longtemps parce que j'ai perdu ma voix. Je m'appelle Cathy. Je voudrais juste compléter les propos de Bernard parce que j'ai suivi d'assez près la création de cette jolie association. Et juste dire quelques mots en particulier pour le cas des maraîchers parce que je sais qu'aujourd'hui ils n'ont pas pu être présents. Mais plus largement souligner, en plus de ce que disait Bernard, la difficulté des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'agriculture aujourd'hui de pouvoir s'installer dans la plaine agricole. Comme il l'indiquait, en effet, on a pas mal de terres qui sont cultivables aujourd'hui. La grosse difficulté qui se pose, c'est que les personnes qui aujourd'hui auraient leur bac pro, maraîchage, leur petit bagage et voudraient s'installer très concrètement, aujourd'hui, se loger à Martigues et travailler une terre cultivable à Martigues, c'est juste inaccessible en fait. Et voilà, moi je sais que on a eu cette problématique avec mon compagnon qui est maraîcher donc, pour s'installer au départ. La chance qu'on a, c'est qu'en fait c'est une activité secondaire et qu'en fait on s'aperçoit que les agriculteurs qui se sont installés aujourd'hui, globalement, c'est des reconversions, donc c'est des gens qui ont les moyens de se loger autrement. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, on a des jeunes à Martigues, je pense qu'ils seraient peut-être intéressés en fait de cultiver leur terre et ça serait une belle piste en fait que de leur proposer d'évoluer vers des activités agricoles, vers des métiers agricoles. Moi, je souligne l'existence d'une possibilité de faire de l'habitat léger sur des terres agricoles. Et je pense que si j'étais maire demain, j'essaierais de voir comment proposer des contrats à des jeunes agriculteurs qui veulent se lancer pour les autoriser à mettre leur mobil-home et pouvoir du coup être sur leur exploitation contre une justification un petit peu de leur activité pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de dérives. Au moins un projet pilote, quoi. Et la deuxième chose sur le sujet que je voulais compléter, c'était la nécessité, bien évidemment, au regard de tout ce qu'on a déjà dit, de confronter cette activité qui a de l'avenir parce qu'on a vraiment du terrain et on a de l'envie. Tout ce qu'on produit s'écoule avec une facilité incroyable. En fait, on n'arrive même pas à répondre à la demande. Donc il y a vraiment de quoi faire. Mais évidemment, la question qui se pose aussi, même si c'est dur à entendre, c'est qu'est-ce qu'il y a dans nos sols en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans nos sols? Et donc la deuxième chose que je ferais si j'étais maire, je pense que j'essaierais de faire un point sur qu'est-ce qu'il y a dans nos sols pour définir quels sont les itinéraires culturaux qui permettent d'utiliser nos terrains comme il nous faut, pour cultiver chaque espèce de la façon la plus appropriée pour que ça reste sain. Voilà, parce qu'il y a aujourd'hui des choses qui se font au niveau d'Institut éco-citoyen et qui démontrent que tout ça est possible, conciliable. Donc il y a un vrai chemin à trouver sur ces sujets-là qui montre que tout est faisable. Avec beaucoup de courage politique et des financements évidemment. Voilà. Merci. Quel est le prochain? La prochaine? C'est moi Nani, c'est Patrick Courtin. Donc je suis médecin, je suis spécialisé en santé environnementale. Je travaille dans un institut de recherche sur les pollutions sur notre territoire, à Fos. Je travaille essentiellement sur les liens avérés ou suspectés entre les polluants et l'explosion des maladies chroniques, que ce soit les cancers, que ce soit les maladies métaboliques comme le diabète, l'obésité, que ce soit les troubles du neurodéveloppement des enfants, notamment l'autisme, l'hyperactivité, les troubles de l'attention, que ce soit l'infertilité. Toutes ces pathologies-là sont actuellement ont mis en cause
les facteurs environnementaux pour expliquer leur explosion. Ces pathologies-là sont très présentes sur notre territoire. Par exemple, les diabètes, on a 2 fois plus de diabète que la moyenne de la PACA. On a un nombre de cancers extraordinaire, notamment les cancers hormonodépendants. On a beaucoup d'autisme aussi, ça m'a été signalé par à la fois le milieu enseignant, mais aussi la chef de pédopsychiatrie de l'hôpital. Etc. Il y a quoi faire sur notre région, malheureusement, qui est hyper exposée. Sur les cancers, donc je travaille avec l'Institut Paoli Calmette, qui sont extrêmement intéressés par notre territoire, parce que malheureusement, territoire hyper exposé. Donc ils sont extrêmement intéressés de développer les déterminants des cancers. C'est-à-dire, eux, ils veulent continuer à travailler sur les thérapies géniques, les nouvelles immunothérapies, enfin les nouvelles thérapies sur le cancer, mais ils sont aussi intéressés pour essayer d'expliquer les causes des cancers et surtout se battre comme moi sur l'omerta qui existe quand on met en cause les polluants dans l'explosion de ces chiffres sur ces maladies-là. Cette omerta, elle est présente à tous les niveaux, que ce soit au niveau des industriels, bien sûr, que ce soit au niveau des services de l'État, malheureusement, et que ce soit aussi au niveau de plein d'autres corps de métiers, y compris la justice. Quand je parle de polluants, ce n'est pas que les polluants industriels, bien sûr c'est la majorité, mais ici on n'a pas que les polluants industriels, on a les polluants liés au trafic routier, mais aussi trafic maritime. Sachez que les containers qu'il y a dans le golfe de Fos émettent 10 fois plus de CO2 que les bateaux de croisière du port de Marseille, par exemple. C'est des chiffres d'Atmos Sud. Je parle aussi des polluants, on parlait de paysannerie, des pesticides. On a aussi, y compris dans notre plaine de Saint-Julien, Saint-Pierre, encore des paysans, des maraîchers et des viticulteurs qui continuent à arroser avec des pesticides leurs champs et qui arrosent d'ailleurs toute la vallée de la même façon, parce qu'on en subit tous les conséquences. Je parle aussi des polluants alimentaires, très importants, parce que les produits ultra transformés qui sont bourrés d'additifs, qui sont bourrés aussi de sucre, de fructose. Sur tous les produits transformés, il faut savoir que le fructose est addictif et qu'il est plus addictif que les opiacés, que la cocaïne et tout ça. Je veux dire, les rats qu'on intoxique avec des doses tout à fait normales au fructose font des syndromes de manque beaucoup plus importants que les syndromes de manque classiques des différentes drogues. Donc voilà, je travaille là-dessus, j'essaie de crier sur cette omerta et de dénoncer cette omerta, y compris dans les milieux des médecins, spécialistes ou pas. Il ne faut pas mettre trop en cause les polluants industriels dans les causes de ces pathologies-là, parce qu'il y a des conséquences économiques et financières, sociales, qui font qu'il faut mettre les études qu'on fait dans les tiroirs et ne pas trop les exploiter. On a des études qu'on a fait avec l'Institut qui ont bien montré la pollution des plantes, des terres, de l'eau, de notre environnement, de l'air, bien sûr, avec l'étude qu'on fait sur le lichen, où on est vraiment extrêmement pollué. Il faut savoir que ces polluants se retrouvent dans nos organismes. Je prends le pari qu'aucun d'entre vous a moins de 15 polluants sur lui ou sur elle. Qu'à prendre vos cheveux, pour ceux qui en ont encore. Et on fait une étude, comme ça a été fait chez les sénateurs, comme ça a été fait chez y compris les ministres. Ils ont montré que, y compris des gens qui évoluent dans des milieux qui sont pas, dans des sites qui ne sont pas industriels, ou près des champs pesticides ou des grandes métropoles. Donc on en trouve partout, y compris dans les prélèvements du cordon ombilical, chez toutes les femmes enceintes. Donc les enfants, les fœtus sont pré-pollués quand ils arrivent. On a fait des études avec l'hôpital de Martigues, c'est mondial. Donc voilà, moi je suis prêt à répondre s'il y a des questions sur le rôle des pollutions. Mais moi je fais des conférences aussi, et ça commence toujours par la même chose. Le rôle des facteurs environnementaux dans l'obésité, dans le diabète, dans certains cancers, etc.
Qui sait parmi vous qui sait que il y a des substances chimiques présentes chez nous, industrielles et autres, qui sont diabétogènes, qui sont obésogènes, qui provoquent le diabète, qui provoquent l'obésité, qui provoquent l'autisme. Ça a bien été décrit par les Américains. Donc on voit bien que cette raison, cette cause des maladies, il faut qu'on commence vraiment à parler du rôle des substances toxiques. On évolue dans une soupe toxique. Ici, dans cette salle, on est confronté aux PFAS, vous avez dû en entendre parler, aux retardateurs de flammes bromées, et ils sont tous présents ici, aux plastifiants, on en a plein ici. Donc, on baigne dans une soupe toxique, et on ne veut pas en parler parce que ça remettrait en cause trop de choses en termes de politique industrielle, agrochimique et tout ce que vous voulez. Voilà, pour le côté santé, je suis aussi un militant écologiste, hein, donc je suis je travaille aussi sur les impacts sanitaires du réchauffement climatique. Je travaille donc avec des associations écolos et ça j'y tiens beaucoup. Je travaille, c'est une jeune maraîchère aussi qui fait du bio, parce que je ne veux pas être qu'un sachant, je veux aussi participer, apporter ma petite part de colibri dans ce que j'expose et que je mette en pratique. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait un tour, si c'est à moi ou s'il y avait quelqu'un avant. Mais il n'y a pas de tour. Tout le monde aura la parole, il n'y a pas de souci. Donc Fabienne, moi je suis psychologue éducation nationale tout récemment à la retraite. Et par contre je continue à militer pour la FSU et je continuerai. Et donc je vais parler école, éducation du coup, et je vais être plus rapide je pense que mes prédécesseurs, et avec moins de connaissances. Mais du coup, à Martigues, dans les écoles, sur un plan pratique, la végétalisation, la revégétalisation des cours d'école a commencé, à mon sens, beaucoup trop lentement et de façon beaucoup trop timide. On n'a toujours pas d'espace où les enfants se salissent et grattent la terre et se mettent des saletés sous les ongles et tachent leurs vêtements. Là. Moi, je prône pour valoriser les taches de terre sur les vêtements, applaudir les enfants qui sont sales le soir. Ça, ça existe. Voilà, non, mais pour les parents, des fois, ça déplaît. Et au-delà de ça, je constate, du coup, de par mon travail avec des élèves en difficulté et sur le territoire de Martigues depuis pas hyper longtemps, depuis 7 ans, je constate une grosse quantité et une recrudescence de prise en charge de certains gamins au niveau psychomoteur, chez des psychomotriciens et des psychomotriciennes, un truc que j'ai jamais vu de toute ma vie, avec une impression de grosse épidémie de tous ces troubles 10 et de ces troubles... mais je pense aussi que les enfants, au lieu de jouer avec la terre et avec la pâte à gâteau ou avec tout ce qu'on veut, ou avec le sable, ils jouent avec 2 pouces sur des écrans. Donc après, on les envoie chez le psychomote parce qu'ils ne savent plus rien faire de leurs autres 10 doigts. Bientôt, on ne les enverra plus parce qu'ils n'auront plus besoin d'écrire, ils ne feront que de l'écran. Mais voilà, je pense que la volonté affichée de la municipalité de végétaliser les cours d'école est très bien, mais beaucoup trop timide et beaucoup trop lente et pas assez en fait. On végétalise des endroits qui restent fermés, dans lesquels on plante, c'est bien. Ça ne suffit pas, on va remettre les arbres et c'est très bien, ça ne suffit pas. Moi je pense qu'il faudrait que dans les écoles, il y ait beaucoup plus de jardins et dans la commune de façon générale, de jardins partagés, de jardins où les gens puissent planter, cultiver, faire des expériences, s'essayer. Ça, il n'y a pas beaucoup. Dans les écoles, on apprend beaucoup à nos élèves à trier, à ne pas jeter par terre. On s'aperçoit que, en fait, dans les cours d'école, c'est propre. Les enfants, c'est rare qu'ils jettent un truc par terre. On est sur leur dos tout de suite. Donc ils le font très peu. Mais manifestement, ils le font quand ils sortent de l'école si on n'est plus sur leur dos. Donc c'est pas encore acquis. En tout cas, pas encore acquis sur les générations du dessus. Donc ça, il y a encore du travail à faire là. Mais je trouve que là où on n'est pas aidé à Martigues, c'est que... il transparaît absolument rien de ce qui est du tri et de comment ça se passe. Moi j'habite un quartier juste derrière, là je vois passer un camion qui ramasse
les bacs, je ne sais pas comment, j'ai l'impression qu'on peut tout voir dans le même camion, on n'est pas apaisé là-dessus, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas ce que ça devient. On a un peu l'impression de trier et qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et franchement, le jour où j'apprends que je trie, et que ça va tout dans le même camion, j'arrête de trier, ça ne sert à rien. De ne pas faire une bonne action. Donc il faudrait que dès le plus jeune âge, les enfants soient aussi impliqués là-dedans, mais apaisés là-dedans. Moi, je le fais pour dormir, pour me dire qu'il faut le faire, mais voilà. On n'a pas du tout avancé à Martigues. Enfin, quand je suis arrivée à Martigues il y a 7 ans, je suis allée à la mairie, j'ai demandé comment ça se passe le tri. On m'a regardé, je ne sais pas, demandez dans votre immeuble. J'habite dans un immeuble, j'habite un truc... Et quand j'ai demandé là où j'habite, on m'a dit tu peux jeter où tu veux, de toute façon les poubelles elles sont ramassées dans la même benne. C'est rassurant. Ok, c'est bien. Donc je vais faire ça. Je ne sais pas aujourd'hui si je vais à la mairie de Martigues et que je demande comment ça se passe le tri, si on me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Et comment ça se passe le compost, en fait ça ne se passe pas. Il est obligatoire maintenant de composter, donc on pourrait y compris apprendre aux enfants que les déchets végétaux, on les jette dans un endroit particulier. Sauf qu'on les met où après? Si on n'a pas un jardin, à ma connaissance, il n'y a rien. Donc, y compris les composts de balcon et tout ça, à un moment donné, il faut aller les vider. On ne sait pas où aller les vider, hein, sauf chez les jardins des copains, dans les jardins des copains. Donc, je crois que au-delà de tout, à l'école, dans les programmes, je vais parler de l'école et pas de tous les champs, de tout ce qui peut se porter à la FSU, mais à l'école, il y a des programmes, il y a ce souci-là, l'éducation à l'environnement, au tri, il y a des choses dans les programmes, des choses sont faites, des écoles expérimentent des petits jardins à leur niveau. Ce qu'il manque, c'est à mon avis un suivi sur le long terme, et c'est un avis demandé aux enfants. Je pense que si j'étais mère, du coup, puisque c'était la 3e question, je pense qu'il faut travailler davantage, d'une part avec les professionnels et professionnelles qui sont dans les écoles, pour leur demander leur avis quant au bâti et à l'environnement de leur propre école, collège ou collège et lycée, ça ne dépend pas des mairies. Donc c'était si j'étais mère, donc dans les écoles, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut végétaliser. Il serait bien de parler aux adultes qui travaillent dans les écoles. Il serait bien aussi de travailler avec les enfants et de leur demander leur avis avec des formes avec toute forme de conseils, de règles, de choses sont possibles avec des enfants. Parce que je pense qu'il et elle en auraient des idées. Et peut-être que ces points-là ne se font pas assez. La municipalité prend des décisions, vient dire voilà, on va végétaliser. Je ne sais pas qui, quoi, comment, mais en tout cas, voilà, je pense que des ponts manquent entre l'éducation des enfants et tout ce qui peut se passer sur le domaine de l'environnement. Et en tant qu'adultes, parents ou éducateurs ou qui vivons à Martigues, franchement, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets une fois qu'on les a triés? Qu'est-ce qu'on fait de nos épluchures une fois qu'on les a mis on ne sait pas. Voilà, on peut les jeter dans la rue, mais à ma connaissance, il y a 0 composteur accessible aux habitants dans Martigues. Bravo. On va passer le micro. Il y a deux prises de parole, un ici et après un là-bas et après un là-bas. Oui, c'est ça, ce que je dis après. Alors bonjour, je reste assise parce que j'ai trouvé une salle. Alors j'étais d'accord un peu avec le monsieur, je l'étais péché, et la dame pour les fabrications qu'ils font. Si Martigues disent qu'ils ne les veulent pas, vos fabrications, parce que, je ne sais pas pourquoi ils se basent sur ça. Plus près du micro, alors, plus près du micro, oui. Voilà, plus près du micro, sinon je l'enlève et je parle plus fort. S'adresser aux villes avoisinantes, Port-de-Bouc, Fos. Il y a bien quelqu'un qui voudra de vos articles faits maison. Quand certains articles, quand on les achète en magasin, on sait pas ce qu'ils y mettent dedans. D'une part. D'autre part, je donne complètement raison à cette dame. Comment on faisait, nous, quand on prenait la matinée pour aller planter des arbres? On arrivait noir à la maison. Et alors, ça a changé quoi? Ça a prouvé qu'on a fait des plantations et que de remettre des arbres, ça en aurait besoin. Parce qu'il en manque. Avec ces chaleurs, ça a besoin d'être réarboré. Et demander, certes, oui, aux enfants qui pourraient donner des idées, serait la bienvenue. Et même les adultes, parce que si on est là, c'est parce qu'on se sent quand même concerné. Moi, je suis pour avis, oui,
de demander aux enfants, à la limite, que les parents marquent sur leur cahier les doléances qui viennent pour leurs enfants, avec leurs enfants, qu'ils puissent faire parler leurs enfants avec leurs maîtres et leurs maîtresses à l'école. Après, bon, ben, il y a beaucoup de choses qui pourraient être prises en compte et qui ne sont pas faites, que ce soit ici, à Martigues ou ailleurs. Je vois que à Martigues, il y a autant de problèmes que chez les autres. Donc voilà, je vais laisser la parole à... Voilà, il y a Fatia qui voudrait parler. Je propose qu'on termine les personnes qui sont animateurs de la table ronde et ensuite, bien sûr, le débat sera ouvert à qui voudra prendre la parole sur ce qui a été dit ou sur ce qu'il a envie de dire. Je crois que tu voulais intervenir, Yann ? Comme on m'a invité pour ça. Voilà. Moi, je vais devoir y Tant qu'à aller. faire. Yann Manval pour l'Union départementale CGT. Moi, je vais venir plus précisément sur la question de l'industrie et de la transition écologique, puisqu'on est sur un territoire quand même encore fortement marqué par l'industrie. Alors quand je dis territoire, j'élargis, c'est Martigues et les golfes de Fos, et en particulier avec la présence d'une industrie lourde, qui est fortement émettrice, notamment de gaz à effet de serre et de pollution en tout genre. Alors, à la CGT, que ce soit sur cette question ou sur toutes les autres, on part de la réponse aux besoins. Je dis ça et je veux faire un peu de provocation d'entrée. On ne veut pas sauver la planète, on veut sauver l'humanité. Et l'humanité, elle a besoin qu'on réponde à ses besoins sociaux et d'être sur une planète qui est préservée. Ces industries, elles répondent, elles ont des productions qui nous sont indispensables. Et donc il faut s'enlever d'entrée l'idée que pour régler le problème, il suffirait de les fermer. D'ailleurs, c'est ce que font les patrons, hein. Ils ferment, au nom parfois de l'écologie, tout ça pour aller en ouvrir dans des pays à bas coût, là où les normes sociales et environnementales sont moindres. Et finalement, on se retrouve à importer ces productions. Donc le but du jeu, c'est pas ça. Et y compris, on a besoin d'avoir la maîtrise et une certaine souveraineté sur un certain nombre de productions. Du coup, la question, c'est comment on produit. Et là, effectivement, c'est plus possible de continuer de cette façon-là. Ça pose la question de la place, du rôle des hommes et des femmes dans la société, mais dans l'appareil productif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déconnecter les questions environnementales et écologiques, pour ce qui les concerne en tant que syndicat, de la vie des travailleurs et des populations en général. Et qu'on ne peut pas s'écarter de la réponse aux besoins. Il y a besoin que l'appareil productif de mettre les moyens pour qu'il soit fortement modifié et qu'on produise autrement. C'est pas possible de continuer comme ça, non seulement effectivement pour la planète, mais à commencer par ceux qui produisent, qui sont dans les sites industriels, qui sont les premières victimes, je dirais, de ce que les patrons laissent faire volontairement. Et puis il y a la question de où on produit. C'est aussi la question des circuits courts qui nous est posée. Alors dans le comment on produit, il y a la question de l'économie circulaire. Donc où on produit, c'est les circuits courts, mais c'est aussi réfléchir et les choses doivent être organisées autrement, pour ce qui est notamment des distances entre le domicile et le travail. Parce que là aussi, on a des entreprises qui vont s'implanter là où c'est le moins cher, peu importe. Et puis après, c'est à l'État, via des services publics, de créer et de financer les moyens pour que les travailleurs puissent aller du point A au point B. Bon, et c'est toujours tout bénef pour les mêmes à la fin. Et ça génère à chaque fois des pollutions,
Et je ne parle pas du temps qui est mangé et de la dégradation des conditions de vie. Les moyens, en vrai, ils sont mis dans la transition écologique. Ne serait-ce que le plan France 2030, c'est, à force de manipuler les chiffres, je finis par mélanger, c'est 54 milliards sur 5 ans. Et on pourrait, il y a tout un tas d'autres dispositifs, et on pourrait comme ça additionner les milliards. Et en fait, il y a un effet d'aubaine depuis un moment. Il suffit de répondre à des appels d'offres. Des appels d'offres qui ne sont même pas cadrés. En fait, il suffit d'arriver avec un projet. Et puis, si vous avez de la chance ou si vous connaissez les personnes bien placées, c'est banco à la fin. Il n'y a absolument aucune maîtrise publique de la transition écologique. Les projets, ils s'additionnent sans aucune cohérence. Et le but du jeu, c'est pas de répondre aux besoins des populations. On a des gouvernants qui, depuis des décennies, répondent aux besoins, mais aux besoins du capital. Et tant qu'on n'aura pas la main sur les industries et sur ces entreprises, mettre du pognon pour améliorer ou transformer l'outil de production pour moins de pollution, moins de gaz à effet de serre, ça n'a aucun intérêt pour un capitaliste, ça n'apporte pas de plus-value, il ne fera pas plus de profit. C'est sa raison d'être. Si on les laisse gérer les choses, il ne se passera jamais rien. À part qu'ils n'en finissent pas de récupérer les milliards sans que pour autant il ne se passe rien. Quand je dis il ne se passe rien, nous on n'est pas opposés à la transition écologique. Et évidemment, je ne conteste pas et on ne conteste pas ce qui a été dit sur le réchauffement climatique. On est les premiers à voir l'effet des pollutions sur les travailleurs. Par contre, ça ne peut pas se faire sur le dos des travailleurs. Et le problème, c'est qu'on parle de transition, mais il n'y a pas de transition. C'est du jour au lendemain, on arrête des activités et il y a des travailleurs, des familles entières qui se retrouvent sans le pain. Et il ne vous a pas échappé que dans ces dernières décennies, le rapport de force des travailleurs et de la classe ouvrière, il a un peu décliné. Du coup, on se retrouve souvent nous aussi confrontés, parce qu'on a les débats entre nous, entre si tu n'es pas assez fort pour aller gagner autre chose, au mieux, tu te bats pour que ton activité elle soit préservée et tu ne veux pas entendre parler de transition écologique. C'est aussi ça à quoi on est confronté. Les dockers du golfe de Fos, ils étaient en grève en début de semaine. Il y a une des entreprises de manutention qui emploie des dockers, qui s'appelle Carfos, qui est en redressement judiciaire. Parce qu'en fait, c'est le VRAC qui gère, et le VRAC, c'était notamment le bois pour la biomasse de la centrale de Verdun. Ça, c'est un projet de la CGT, puisqu'il fallait en finir avec le charbon, avec quoi on est d'accord. Personne n'a jamais proposé rien d'autre que de fermer la centrale à ce moment-là. Donc, naît un projet biomasse. Depuis, il y a d'autres projets, méthanisation, etc. Sauf que ces projets, ils n'ont toujours pas réellement vu le jour. Alors, la biomasse, oui, mais pour le moment, elle est arrêtée. Du coup, ça a un impact, y compris sur les dockers du golfe de Fos, et qui disent, nous, on n'a pas de problème avec la transition écologique, sauf qu'on nous a dit qu'il y a des activités qui viendraient les remplacer, et que nous, on n'en souffrirait pas. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors, une fois que j'ai dit ça, évidemment, ça veut dire aussi que on a compris qu'on n'avait pas grand-chose à attendre du patronat, ça c'est pas nouveau, mais aussi de nos gouvernants. Donc on travaille aussi les projets, on essaie d'émettre la force qu'on peut pour que ça aboutisse, mais c'est souvent compliqué. Donc c'est la centrale de Gardanne, c'est un gouvernement, des gouvernements successifs
qui n'en finissent pas de nous parler de transition écologique. Quand le site d'Ascométal doit fermer, personne ne fait rien, alors que c'est un des rares sites sidérurgiques qui a un four électrique, parce que la décarbonation, ça passe par l'électrification. C'est un des rares sites en France qui a un four de grande capacité. On était prêt à le laisser fermer. C'est parce que la CGT a porté un projet qu'aujourd'hui, il y a encore Ascométal et qu'on peut, à partir de là, travailler d'autres projets à partir de ce four électrique. On avait d'ailleurs, il y a quelques années, vous avez peut-être vu que quand nos bateaux, c'était le cas notamment d'un célèbre porte-avions, ils sont en fin de vie, qu'il faut les démanteler, on les envoie en Inde. C'est fait dans des conditions déplorables pour les travailleurs, pour l'environnement, et on avait un projet de démantèlement, de déconstruction des navires en s'appuyant sur le four d'Ascométal, et là on était en plus dans l'économie circulaire. La ferraille qui était démantelée, elle finissait dans le four et c'était reparti pour une seconde vie. Voilà. Il y a la question de l'eau qui est venue tout à l'heure. La centrale de Saint-Chamas, la centrale hydraulique, un des problèmes de l'étang de Berre, c'est qu'elle rejette de l'eau douce et que ça vient troubler l'équilibre eau douce, eau salée. Et par ailleurs, l'eau, ça devient une denrée rare. On a aussi des industries qui, pour le coup, sont assez gourmandes en eau. On avait commencé à travailler un projet il y a quelques années, il faut peut-être qu'on ressorte les choses des cartons, où on prévoyait de récupérer cette eau-là. Je ne vais pas forcément être plus long, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà. Ayons juste en tête qu'on ne peut pas parler de transition écologique de manière abstraite sans faire cas de la situation des travailleurs et des populations. Il faut toujours avoir en tête la réponse aux besoins et que si on ne porte pas nous-mêmes les projets et qu'effectivement on n'y met pas toute la force qu'il faut, il ne se passera pas grand-chose, si ce n'est des plans de licenciement. Des productions qui continueront à se faire, mais ailleurs. Donc on a tout intérêt à s'y mettre tous ensemble. Et alors j'ai parlé d'industrie, ça ne veut pas dire que ce territoire il a une vocation uniquement industrielle, et on peut aussi organiser les choses de manière à ce qu'il puisse y avoir de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie. Alors aujourd'hui, les choses sont extrêmement compliquées, y compris, on a parlé pollution et santé. Nous, on avait travaillé avec une des chercheuses qui était sur l'étude Fos-Epséal, à laquelle je vous renvoie. Beaucoup de monde dans le coin avait fermé les yeux et bouché les oreilles à ce moment-là. Pour le coup, nous, on avait travaillé avec, et il est clair qu'on est sur un territoire où il y a une prévalence des maladies respiratoires, des diabètes de type 1, il faut en finir. Mais ce qu'il disait aussi, c'est que quand on fait son jardin dans sa petite cour et qu'on croit avoir des légumes sains, sauf que l'environnement, il n'est pas sain, et même là, voilà. Du coup, ça a des répercussions pour tout le monde et sur tout le monde. Bonjour, je m'appelle Sandrine Chéguier, donc je suis là en tant que cycliste. Alors bon, ça a été un petit peu compliqué. Je suis là en tant que cycliste, je vais parler pour les cyclistes, je ne représente pas forcément mon association, parce que vous savez que dans une association, on a des bénévoles, on partage les mêmes valeurs, mais pas toujours les mêmes orientations politiques. Donc voilà, je parle pour mon association, mais voilà, je parle pour les cyclistes. Voilà. Alors nous, on est sur un territoire où il n'y a pas grand-chose, il y a peu de choses qui sont faites pour le vélo. Ce qu'on peut pour les mobilités douces, et les vélos et les piétons, et ce qu'on peut penser... Peut-être, moi c'est ce que je me dis, qu'il y a peut-être le poids aussi déjà des discours de l'extrême droite
qui ne cesse de prôner le tout véhicule et le zéro contrainte pour les automobilistes. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'en Italie, sous le gouvernement Meloni, eh ben, non seulement les pistes cyclables sont interdites, mais les villes qui mettent en place des pistes cyclables, eh ben, ces villes-là, Meloni envisage de leur infliger des pénalités financières. Voilà, donc c'est vraiment le monde à l'envers. Alors nous, en tant que cyclistes, sur ce territoire où peu de choses se passent au niveau du vélo, on a eu un grand moment d'espoir quand il y a eu la loi de transition écologique qui a entraîné dans son sillage deux lois. Alors la loi LOM, c'était la loi orientation mobilité, et la loi LOR, qui était la loi R et utilisation raisonnée de l'énergie. Alors l'objectif de la loi LOM, c'était de faire en sorte que chaque territoire, dans ses plans d'urbanisme, place en priorité la question des transports, pour des transports qui soient simples, qui soient propres et qui soient peu coûteux. Et la loi LOR, l'objectif c'était que dans chaque ville, chacun puisse respirer un air qui n'était pas mauvais pour sa santé. Et dans ce but-là, on demandait aux collectivités territoriales, non pas d'adopter des politiques cyclables, on n'est pas allé jusque-là, mais dans chaque projet d'aménagement ou de réaménagement de voirie, d'inclure obligatoirement un plan d'aménagement pour les cyclistes. Il y a eu, et les mobilités, et les vélos, et les PMR. Voilà. Donc il y a eu un très fort budget qui a été attribué pour ces deux lois. Je crois que c'était autour de 40 milliards d'euros. Sur ces 40 milliards, bon, les 3/4 étaient attribués pour le ferroviaire, mais ça laissait quand même une place importante pour les vélos. Mais les items de ces lois ont été déclinés de façon très floue, de façon très peu précise, ce qui fait que les élus ont fait ce qu'ils voulaient. Résultat, sur les Bouches-du-Rhône, enfin sur la métropole, il y a un plan vélo métropolitain qui a été mis en place en 2019, qui devait aboutir en 2024 avec la mise en place de 130 km de voies vélo séparées et sécurisées. Résultat, il y en a très très peu, j'ai pas le chiffre, mais c'est un chiffre ridicule par rapport aux 130 km. Et il devait y avoir en 2025 l'aboutissement d'un plan piéton dont on sait maintenant qu'il ne verra jamais le jour. Voilà. Alors, concernant Martigues, il y a des réalisations qui ont été faites, vous les avez vues, mais le problème à Martigues, c'est que pour les élus, le vélo, ça se décline toujours dans la même direction, c'est-à-dire c'est du loisir pour aller à la plage ou pour aller se balader à Figueroles. Le cycliste à Martigues qui veut vivre sa vie de cycliste au quotidien, en amenant ses enfants à l'école, en allant faire ses courses, en allant travailler, ben il est absolument empêché. Alors il est empêché parce qu'on n'a pas de transition interurbaine. Alors le meilleur exemple de ça, c'est que quand vous passez devant la mairie, vous voyez la belle voie cycliste qui est sécurisée, qui est séparée. Mais cette voie-là, elle s'arrête au panneau Martigues. Après, pour aller à la Porte de Bouc, c'est fini, vous vous débrouillez. Si c'est le week-end, on peut y aller de façon tout à fait plaisante sur la route. Si c'est en semaine, n'essayez même pas, c'est très dangereux à cause des camions. Voilà, on a un autre problème à Martigues, c'est les liaisons interquartiers. Les liaisons interquartiers, alors ça dépend de quel côté vous habitez de Francis-sur-Camp. Voilà, parce que Francis-sur-Camp, c'est une barrière qui est absolument infranchissable, qui est extrêmement dangereuse, même pour les piétons sur les passages protégés, les piétons n'osent pas y passer. Et Francis-sur-Camp, c'est abominable, mais depuis de nombreuses années, c'est en moyenne un mort par an, cycliste, et rien qu'au printemps, il y a une jeune femme en trottinette qui est décédée. Voilà. Alors quand on pose, à chaque fois qu'il y a une réunion de quartier, entre les élus et les gens de Notre-Dame-des-Marins, qui sont les plus exposés, les habitants posent la question de Francis-sur-Camp en disant « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et les élus, mais c'est hallucinant, à la dernière réunion, qu'est-ce qu'ils ont répondu les élus? Les élus ont dit « ne vous inquiétez pas, bientôt vous aurez le contournement autoroutier ». Voilà. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est que le contournement autoroutier, nous, en tant que cyclistes, on s'en fiche complètement, parce que c'est pas en rajoutant de l'autoroute qu'on va résoudre et qu'on va mettre en œuvre les mobilités douces et les privilégier. Et en plus, ces propositions à très long terme, eh ben, c'est rien. Les cyclistes, ils ont besoin de réponses immédiates. Quand vous voyez par exemple à Istres, ils ont le même problème de voies rapides qui traversent la ville, et ben, ils l'ont résolu il y a plus de 30 ans, en mettant 2 passerelles toutes simples pour les vélos et les piétons. Il y a des solutions qui sont plus simples. Par exemple, vous avez aussi en ville le problème du Pont-Levant,
qui est un peu compliqué pour les cyclistes. Quand on demande à la ville, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le Pont-Levant, la ville, elle répond à chaque fois, c'est pas nous, c'est le port autonome. Et en plus, ou alors elle met en avant aussi des coûts pharaoniques, des grands travaux, en disant oui, l'encorbellement du pont, ça coûterait tant et tant. Mais il y a des solutions provisoires qui peuvent et qui doivent être mises en place. La solution provisoire pour le Pont-Levant, elle a été mise en place pendant le Covid. Je ne comprends vraiment pas pourquoi la ville refuse de la mettre en place maintenant. C'est un trottoir pour les piétons et un trottoir pour les vélos. Ça, c'est tout simple, ça peut se mettre en place immédiatement. C'est provisoire, ça peut changer quand on trouve une autre solution, mais ça doit être fait tout de suite parce qu'on ne va pas attendre 107 ans des choses qui ne viendront jamais. Alors, l'autre problème, c'est qu'à Martigues, la ville a mis en place quand même des voies sécurisées séparées, mais qui ne sont pas continues. Quand vous prenez, par exemple, pour aller à Figueroles, vous êtes sur votre voie vélo tranquille, tout d'un coup, il y a un endroit extrêmement dangereux, très accidentogène pour les vélos, c'est les ronds-points, et bien la voie, elle s'arrête là. Et elle reprend après, une fois que le point noir dangereux a été... Il y a beaucoup de villes où on accompagne le vélo dans le rond-point. Et je ne comprends pas pourquoi là on ne le fait pas. Voilà. L'autre point extrêmement important aussi à Martigues, c'est la sécurisation des lieux qui sont des lieux pour les enfants, ou pour les jeunes, ou pour les ados. Vous avez les collèges, vous avez les lycées qui ne sont absolument pas sécurisés. Et le comble du comble, c'est le conservatoire. Le conservatoire de Martigues, il a été placé entre deux bretelles d'autoroute et il est extrêmement dangereux. Et on ne peut pas y aller en vélo, c'est impossible. Voilà, c'est très très dangereux. Et ça, c'est des zones vraiment à sécuriser. Et l'autre point, c'est un point qui va paraître anecdotique, mais qui n'est pas du tout. Mais vraiment, de mon point de vue, pas du tout. Ça m'a beaucoup fâché. C'est que dans la loi Allure, les budgets prévoyaient un plan qui s'appelait le plan alvéole. Le plan alvéole, ça permettait aux collectivités d'acquérir des garages vélos sécurisés, entièrement subventionnés. La ville de Martigues les a refusés. Donc résultat, à Martigues, on a un manque de parking, mais bon, on va dire les parkings en ville, les gens vont dire oui, devant le cinéma, la ville ne veut pas mettre de parking. Bon, ça c'est pas très grave, on peut toujours trouver un poteau, un machin pour accrocher son vélo. Bon, mais je signale quand même qu'une voiture égale 6 places vélo. Donc c'est quand même pas un grand sacrifice que de sacrifier une place de voiture. Bon, mais bon, ça je veux bien passer. Mais la chose la plus grave à mon avis, c'est que dans les quartiers, la ville a toujours refusé. Quand on a demandé à la ville d'interpeller les bailleurs pour qu'ils installent dans les immeubles, dans les sous-sols des immeubles, des locales vélos protégés, ben, la ville a toujours refusé. Résultat, si vous habitez dans un quartier, c'est là que vous avez besoin le plus d'adopter le vélo pour des raisons économiques, et ben vous ne pouvez pas le faire parce que votre vélo, si vous le laissez dans la rue avec un antivol, et ben vous ne le retrouvez plus le matin, ça c'est sûr. Voilà. Alors, attendez, parce que je vais répondre là, je n'ai pas fini. Quand on demande si j'étais maire, qu'est-ce que je ferais? Alors, je ne sais pas si j'étais maire, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je ferais en sorte que les cyclistes soient associés à tous les projets d'aménagement cycliste, parce que je pense qu'un cycliste, ça sait aussi bien qu'un élu en costume qui ne met jamais les fesses sur un vélo ce qu'on doit faire. Et ensuite, ce que je ferais aussi, c'est que je mettrais en place les outils du suivi démocratique des mesures qui sont prises. C'est-à-dire, il faudrait qu'on ait localement ce qu'on pourrait avoir aussi au niveau national pour savoir qu'est-ce qui a été fait de ces 40 milliards d'euros quand même. Je trouve qu'il faudrait d'abord une transparence totale sur l'utilisation des budgets dédiés et il faudrait un rapport annuel sur l'avancement des travaux et qui soit consultable par tous les citoyens. Et je crois qu'alors on pourrait commencer à Martigues à vivre dans une ville plus calme, plus pacifiée, sans les insultes et la violence quotidienne qu'on subit dans la rue, comme dans les grandes villes européennes et dans les grandes villes de France qui ont choisi la solution vélo. Non, mais je vais être bref. Bon, je suis Georges Fournier. Pour la circonstance, je suis responsable de la Ligue des droits de l'homme pour Martigues. Une petite brève juridique, puisque nous sommes partie prenante d'une action en justice prise il y a plus de 4 ans par l'Association de défense du littoral du golfe de Fos. En 2022, les industriels ont réussi à faire à débouter cette plainte pour soi-disant parce qu'elle a été prescrite.
et que non vérifiables. Or, un jugement qui date du 26 mai de cette année 2024 a annulé cette suppression et donc un expert est nommé. La plainte est considérée comme recevable. Un expert sera nommé pour faire une enquête sur justement l'épidémiologie du cocktail de pollution dans le cocktail de fosse. Donc c'est quand même une victoire juridique parce que quelque part aussi, indépendamment de toutes les actions qu'on peut mener, l'aspect juridique est extrêmement important parce que la loi, il faut s'en servir, sinon elle ne servira à personne. Et elle ne s'usera pas. Beaucoup d'infos. Ouais, toutes les notes que tu as prises. Tu écris un bouquin Non, je prends des notes. Bon courage. Ça travaille. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aux militants et militantes qui ont organisé ce moment de débat et d'échange sur un sujet qui est particulièrement important, pas que pour votre territoire, mais pour le pays et l'humanité tout entière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points, justement, j'ai pris des notes sur les différents points abordés. Quand on parle transition, on parle transport, on parle agriculture, on parle industrie, on parle santé, on parle éducation. Et donc je vais essayer de rebondir et peut-être apporter quelques éléments supplémentaires qui n'ont pas forcément été mentionnés dans le débat pour qu'on puisse aussi continuer à échanger tous ensemble. Je vais partir de mon camarade de la CGT qui parlait justement de la réponse aux besoins. J'ai trouvé ça intéressant parce que justement tu pointais du doigt quelque chose qui est important, c'est qui définit finalement les besoins. Et aujourd'hui personne ne définit les besoins. C'est-à-dire qu'à la tête, il y a les industriels, il y a le capital, comme tu l'as mentionné, et c'est eux qui guident les choix pour notre pays. Ce n'est pas la puissance publique qui détermine quels sont nos besoins, quelles sont nos industries stratégiques dont nous avons besoin, ce que nous devons produire ici pour être souverains au niveau énergétique, pour être souverains au niveau alimentaire. Toutes ces questions-là, en fait, il n'y a personne qui prend les décisions. C'est déjà le premier point. Et effectivement, tu disais, ça passera par rapport à ce qui se passe. Donc moi, j'ai visité, je me suis rendue à Fos à plusieurs reprises. On a pu discuter sur les différentes entreprises qui sont situées sur place. On est allé aussi au niveau agricole. On a rencontré aussi des agriculteurs qui sont en bio sur le territoire. Donc on a plusieurs rencontres au cours de ces derniers mois. Et la question de la transformation industrielle, elle passe, comme tu l'as dit, par l'électrification. L'électrification des usages, parce que ça va porter au niveau des transports et des bâtiments, on nous dit que dans notre région, on va avoir besoin de 2 fois plus d'électricité d'ici 2030. Donc 2030, c'est demain. Comment on planifie cette production électrique qui est essentielle justement pour électrifier un certain nombre d'industries afin qu'elles émettent moins d'émissions de gaz à effet de serre? Alors déjà, on peut se demander si à un moment donné, quelqu'un intègre la question de la sobriété. Parce que bon, ça c'est des estimations qui ne prennent pas en compte le fait qu'on a peut-être des besoins qui pourraient être différents. Quand on nous demande, par exemple, de produire, je dis un exemple simple, mais pour des panneaux publicitaires lumineux dans les villes qui sont en train de s'accumuler, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Voilà, on pourrait déjà déterminer quels sont les besoins et pourquoi on a besoin d'électricité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir besoin de plus d'électricité. Et je vous en parle parce que c'est un sujet crucial en cette rentrée au Parlement européen, puisque nous avons adopté, avant la fin du mandat, la réforme du marché européen de l'électricité, et ça pose exactement la question de qui planifie. Là, concrètement, vous saviez, après-guerre, on avait quelqu'un qui planifiait. C'était l'État. On a nationalisé le secteur de l'énergie, et donc on s'est dit, l'État déterminait la production électrique et déterminait les coûts de production et le prix de l'électricité qui est essentiel, aussi bien pour chacun et chacune d'entre nous, parce que c'est la facture d'électricité des ménages. C'est important pour les industries, parce que la facture énergétique est probablement l'une des plus importantes pour les industries, et elle le sera encore plus lors de l'électrification. On parle, par exemple, des ArcelorMittal, c'est une tranche nucléaire quand même dont on parle. Quand je vous parle des besoins électriques, il faut voir les quantités. Et c'est important pour lutter contre le changement climatique. Et bien concrètement, au Parlement européen, ils ont décidé, je dis ils parce qu'on s'est battu contre, de libéraliser encore plus le secteur de l'énergie. Donc c'est-à-dire que vous aurez encore plus d'acteurs privés dans un secteur qui en contient déjà beaucoup. Et c'est eux qui vont déterminer où ils produisent, comment ils produisent et comment ils fixent les prix.
Et donc on se retrouve dans des situations aberrantes où on ne planifie pas selon les besoins, c'est-à-dire de savoir à quel endroit on doit produire de l'électricité, comment on doit la produire. Est-ce qu'on développe justement un parc éolien, est-ce qu'on fait du photovoltaïque, est-ce qu'on fait de la géothermie ou est-ce qu'on fait du nucléaire? C'est une discussion qui devrait normalement relever de la puissance publique, de savoir qui détermine comment on fait de l'électricité. Là non, c'est des acteurs privés et on leur donne carte blanche, le Parlement européen va leur donner carte blanche pour décider quelle énergie ils produisent, où, et derrière, ils fixent les prix comment? Non pas en fonction de coûts de production et d'investissement, mais en fonction de l'électricité la plus chère à produire. Donc c'est-à-dire qu'en France, par exemple, mix énergétique, le gaz, l'électricité produite à partir du gaz, c'est seulement 6% de notre mix, et c'est elle qui détermine le prix de l'électricité de tout le parc électrique français. C'est-à-dire que pendant la crise énergétique, vous avez produit de l'électricité au même coût, mais par contre, ils vous l'ont vendu 10 fois plus cher, parce qu'il y avait la crise avec la guerre en Ukraine, et donc produire de l'électricité à partir du gaz, c'était plus cher, et ils se sont fait 40 milliards de bénéfices pendant qu'on ne pouvait plus payer les factures d'électricité, pendant que des industries ont fermé, pendant que les boulangers ont mis la clé sous la porte. Eh bien, c'est de ça dont je vous parle quand on parle de qui gère et qui fixe les règles du jeu. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que si on veut faire cette transition, on va avoir besoin de quelqu'un aux manettes. Et le quelqu'un aux manettes, ce n'est pas des personnes qui sont guidées par l'intérêt privé, c'est l'État. Et ça, je pense que ça va être un enjeu majeur ici, notamment, parce qu'au vu des industries qu'il y a et celles qui y arrivent, hein, je pense notamment à Carbone pour les panneaux solaires, donc il y a encore des grands projets qui peuvent être discutés entre nous, est-ce qu'elles doivent arriver ou pas, mais en tout cas, il y a des industries qui arrivent, et les besoins d'électricité, ah oui, je vois bien, M. Macron a dit on va mettre une centrale nucléaire, non, c'est pas ça qu'il a dit? Oui, les SMR qui n'existent d'ailleurs que sur papier, hein, dans l'état actuel des choses, et quand il nous dit, et là je ne vous sors pas nous on a une position sur la sortie nucléaire, mais je vous le dis concrètement, quand je vous parle d'un besoin d'électrique multiplié par 2, 2030, les centrales nucléaires, ça ne se construit pas en 5 ans. Hein. Donc quand il nous dit on va tout miser sur le développement des nouveaux EPR, comment on fait? Le Flamanville, ça devait durer 5 ans, ça a duré 17 ans. Et ça ne fonctionne toujours pas. Donc, mais là encore, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que derrière ces questions-là, elles sont essentielles pour nous, parce que si on veut arriver à cette transition, on va avoir besoin d'avoir tout entre nos mains. Et donc c'est une bataille qu'il faut mener aussi à l'échelle européenne, parce que c'est à l'échelle européenne qu'on détermine pas mal de règles du jeu, et notamment celles qui sont importantes pour nous, notamment sur le secteur de l'énergie. Donc ça, c'est un premier point qui, je pense, est important. Le deuxième, évidemment, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met à un moment donné, lorsqu'on a défini qu'il y a des industries stratégiques, qu'est-ce qu'on met à nos frontières pour savoir ce qui rentre et ce qui sort. C'est la question du protectionnisme, c'est-à-dire si on juge qu'une industrie est indispensable, je pense notamment, puisqu'on est encore un peu sur la question énergétique, les fameux panneaux solaires. Bon, encore une fois, les énergies renouvelables, ce n'est pas que les panneaux solaires, je tiens à le dire, il y a d'autres énergies renouvelables, mais prenons le cas des panneaux solaires, parce qu'ici, justement, c'était la question de Carbone qui veut s'installer pour la production de panneaux solaires. Alors déjà, on pourrait se dire pourquoi on a laissé nos panneaux solaires, la production française de panneaux solaires mourir, parce qu'il restait 2 producteurs de panneaux solaires en France, dont une que je suis allée voir à Nantes, Sistovi. Sistovi a mis la clé sous la porte il y a quelques mois, donc nous n'avons plus de producteurs de panneaux solaires. Le deuxième est en train de mettre la clé sous la porte maintenant, Photowatt. Pourquoi? Parce qu'il a été mis en concurrence avec les panneaux solaires chinois. Sauf que les panneaux solaires chinois sont vendus sur notre marché à perte, en dessous des coûts de production. Comment c'est possible? Par les subventions. Donc les subventions du gouvernement chinois fait que les panneaux solaires chinois arrivent sur notre marché vendus à perte. Donc les 2 derniers producteurs de panneaux solaires français, qui pourtant, industrie pour le coup stratégique, importante pour la transition, eh bien ils ont dû mettre la clé sous la porte. Et après l'Europe vous dit, elle l'a dit, Ursula von der Leyen est venue nous le dire au Parlement la semaine dernière, on va tout miser sur le solaire. Très bien, on ne peut plus produire chez nous. Et parce que, donc on a laissé faire. Et d'ailleurs, lorsqu'on a demandé plusieurs fois que c'était au moins, même dans leur marché, il y a quand même, soi-disant, un certain nombre de règles.
la concurrence déloyale quand même. Vendre des panneaux solaires à Perse, c'est une concurrence déloyale. Ils ont dit, ben, on va voir, mais vous comprenez, il ne faut pas énerver les Chinois parce que quand même, on veut vendre d'autres choses, etc. Et ben, pendant qu'ils ont dit ça, les Chinois sont en train de mettre des panneaux solaires dans des hangars, et donc ils ont déjà 2 ans de stock. Donc ça veut dire que même si on met des barrières douanières aujourd'hui, ils ont 2 ans de stock de panneaux solaires dans des hangars européens. Voilà ce qui se passe sur nos industries. Alors je dis ça parce que bien, bonne chance à Carbone. S'ils arrivent, s'ils produisent des panneaux solaires, eh bien bonne chance, parce que comment vont-ils survivre si à un moment donné on ne fait pas une forme de protectionnisme pour dire ben, donc on privilégie les panneaux solaires qui sont produits localement. Et ça, pour le coup, l'Union européenne met sous le tapis et nous dit ben, voire même avoue qu'on ne produira plus de panneaux solaires et on sera dépendant de la Chine. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Et après, on peut faire les éoliennes, c'est pareil, et on peut aller les unes après les autres. On se dit, on va produire ailleurs, on va polluer ailleurs aussi, comme tu le mentionnais si bien, on va polluer ailleurs, et après, on va importer jusqu'au moment où les personnes qui nous vendront les produits fixeront les prix et on ne sera plus capable de les avoir. Donc c'est tout ça qui est en train de se jouer au niveau de l'Union européenne actuellement, et c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux parce que toutes les industries stratégiques dont nous avons besoin pour la transition écologique sont en train de disparaître au sein de l'Union européenne, en France, et on ne fait rien, on regarde. Et ça, c'est vraiment la bataille, une des principales batailles qu'on va devoir mener. Et le protectionnisme, et ça fait le lien parce que je veux répondre aussi à d'autres, on n'a pas parlé que d'industrie, mais le protectionnisme devrait s'appliquer aussi évidemment en matière agricole, et je pense évidemment à ces accords de libre-échange, puisque maintenant je siège dans la commission commerce international, donc la fameuse commission dans laquelle on signe 42 accords de libre-échange, donc qui sapent nos industries d'un côté et notre agriculture de l'autre. Puisqu'on signe des accords, notamment les derniers avec la Nouvelle-Zélande, pour faire venir 15 000 tonnes de produits laitiers de Nouvelle-Zélande, à 20 000 km, dans des conteneurs. Le gouvernement Macron a jugé cet accord durable. 20 000 km des produits laitiers de Nouvelle-Zélande, c'est sûr qu'on n'est pas capable de les produire en Europe. Et on en fait, là on vient d'en faire un avec le Kenya pour faire venir des haricots, parce que pareil, on ne sait pas faire de haricots chez nous, donc autant que les faire venir du Kenya. On est en train de revenir avec le Mercosur, donc le plus gros accord sur les questions agricoles avec l'Amérique latine, et du Sud principalement. Et ça, c'est aussi la fin de l'agriculture. C'est la fin d'un modèle agricole aussi que nous prenons, qui n'est pas celui imposé aujourd'hui par l'Union européenne, puisque l'Union européenne, comme vous le savez, et ce que tu disais, elle est sur un modèle agricole agro-industrie, donc c'est-à-dire plus on est gros et plus on vous donne des subventions, et donc forcément, plus vous êtes gros, plus vous allez faire de la monoculture. Et donc, ça nous recoupe un certain nombre de questions, parce que la question de l'eau, dont quelqu'un aussi a mentionné, aujourd'hui en France, en fait, il n'y a pas de tant de terres irriguées que ça, mais un tiers des terres irriguées en France, ce sont la culture du maïs. Et le maïs, on l'envoie où? On l'exporte. C'est pas pour les besoins locaux. Donc on est de moins en moins souverain. Exactement. On est de moins en moins souverain. On exporte moins, ou seulement les céréales. Et le vin. Par contre, on exporte du vin. C'est pour ça qu'ils veulent continuer à faire des accords de libre-échange. Mais par contre, derrière, le maraîchage dont on parlait, le modèle agricole qui consiste justement à produire différemment, eh bien ça, on est en train de le laisser mourir. Et c'est pour ça que la bataille du protectionnisme, elle s'applique aussi bien sur la question industrielle que sur la question agricole. Et c'est les batailles qu'il va falloir mener et qui sont vraiment, vraiment importantes en ce début de mandat. Je le dis parce qu'on a recommencé la séance au Parlement depuis septembre. Parce que si on veut parler de transition, mais qu'on a tué notre agriculture, on a tué notre industrie, on peut parler de la question des transports, donc vous mentionnez la question des transports, elle est double. Quand je vous parlais, l'Union européenne a dit très bien, pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, on va électrifier le secteur du transport. Donc ça veut dire les voitures électriques. Allez, on passe tous à l'électrique. Déjà, est-ce qu'on pourrait déjà penser à un plan de transport en commun, par exemple? Chez nous, moi je viens de Gréasque. C'est lamentable. Nous, ils sont en train de me fermer le dernier arrêt de bus qui était en bas de chez moi. Et derrière, on va nous dire donc toujours plus de voitures. Alors les voitures, elles seront électriques, mais on n'aura plus assez d'électricité de toute façon
pour alimenter les voitures en question, et en plus avec un prix inabordable parce qu'on ne contrôle plus le prix de l'électricité. Donc les transports, la mobilité douce, évidemment que c'est la direction à suivre si on veut réduire les émissions. Mais ça, pareil, l'Union européenne le prend que d'un côté, c'est-à-dire elle dit il y a un problème sur le transport, électrifions le transport, point, faisons des voitures électriques. Donc oui, bien sûr, des voitures électriques qui sont inaccessibles, parce que extrêmement chères, et qui ne résout absolument rien aux problèmes de fond. Donc voilà, tout est lié en fait sur ces différents, pour essayer de prendre un peu les différents sujets qu'on a abordés et qui touchent évidemment derrière, lorsqu'on ne fait rien, se passe la question de la santé publique, c'est-à-dire qu'on subit de plein fouet les choix politiques que nous n'avons pas pris. Et par contre, la situation va s'aggraver, c'est ça quand même que sur lesquels je voudrais vous alerter, c'est que la direction qui est prise là, elle est encore pire que celle d'avant, parce que le Parlement européen, dans sa nouvelle configuration, est encore plus à droite et à l'extrême droite, comme vous le savez probablement. Et donc dès la première session au Parlement, on nous a fait comprendre qu'on allait revenir sur les interdictions des pesticides. Déjà, ils nous ont fait tomber un texte avant de partir, mais là, ils nous ont dit qu'ils allaient revenir sur toutes les interdictions des pesticides. Ils allaient revenir, donc ils ont réautorisé le glyphosate pour 10 ans, avec derrière, sur la base d'analyses faites par Monsanto. Monsanto, c'est 6 millions d'euros chaque année en lobbying auprès des institutions européennes. Et derrière, donc pesticides, ils nous font la pose des normes environnementales. Parce que soi-disant, le problème de l'agriculture, c'est pas le fait de faire venir des produits de l'autre bout du monde qui mettent en concurrence nos agriculteurs, mais c'est les normes environnementales, parce que tout le monde sait qu'on va pouvoir produire sur une terre dégradée avec plein de pesticides pendant plusieurs siècles, c'est évident. Donc pause environnementale, plus de pollinisateurs, hein, parce que derrière les pesticides, tout ça, c'est évidemment la fin des pollinisateurs. Donc là encore, vous allez m'expliquer comment on fait de l'agriculture sans pollinisateurs. Mais soi-disant, on est en train de sauver l'agriculture européenne par une pause des normes environnementales. Donc la bataille, elle va être vraiment importante. C'est ça que je voudrais vous dire au Parlement. Alors c'est pas hyper optimiste ce que je vous dis, mais bon, en même temps, je pense que là, dans cette salle et dans les interventions, je vois que c'est des gens, vous êtes des gens mobilisés au quotidien et qui sont habitués à se battre. Mais là, la bataille, elle va être vraiment, vraiment importante. Franchement, si on veut arriver ici, évidemment sur le territoire, mais au-delà de ça, parce qu'on sait bien que tous les enjeux dont on parle, c'est pas que ce territoire, mais c'est une question nationale, internationale. Et le Parlement européen a, pour le coup, pas mal de leviers, parce que tout ce dont on parle, il y a des compétences européennes. 80% de nos lois viennent de l'Union européenne, donc personne n'en parle, mais c'est quand même ça le sujet. Et quand ça passe au Parlement européen, personne ne le voit. On le voit 2 ans plus tard quand c'est transposé dans le droit français. Mais quand nous, on alerte au Parlement européen, en général, vous voyez que ça passe vachement aux informations. Et lorsqu'on a fait sauter le texte sur les pesticides, réintroduit le glyphosate, fait une pause sur les normes environnementales, ça fait la une des JT. Donc, il va falloir être vigilant, s'alerter et vraiment se mobiliser, être unis et mener la bataille en commun. C'est comme ça qu'on va y arriver. Merci beaucoup Marina, mais sois persuadée qu'on va se battre tous ensemble. D'autant que nous avons depuis peu une belle délégation de députés au Parlement européen, puisque vous avez quasiment doublé le nombre de députés et que vous êtes toutes et tous combatifs et combatifs. Et on va ensemble, même si c'est très dur, c'est vrai, mais c'est d'autant plus dur qu'ils ont des adversaires aussi. Je crois qu'on est là et on y sera. Donc, je ne sais pas, quelle heure il est, Fred? Est-ce qu'on a du temps avant la tableau Oui, je pense qu'il y avait des demandes de parole. Donc, levez le doigt et vous aurez le micro. Bonjour tout le monde, Fatia. Donc, je vais rebondir en fait sur plusieurs points qui ont été évoqués, notamment le médecin qui a parlé sur les maladies. Il est caché. Alors, c'est juste pour vous dire que moi j'ai été une des premières secrétaires à l'époque, ça devait être en 1989, au centre médical Michel Bourriot.
quand les médecins ont pris conscience de toutes les maladies du golfe de Fos et du pourtour de l'étang de Berre, ou le contraire, bon, enfin moi je me trompe. Et en fait nous étions, comme je prenais un sténo à l'époque, donc c'était beaucoup plus facile, et nous travaillions notamment avec un éminent professeur, dont j'ai oublié le nom, oui, le professeur Odone de l'université de Turin. Et ensuite, j'avais pour mission de démarcher les médecins de Martigues, de Port-de-Bouc, à Sainte, pour les faire adhérer à cette association que nous avions montée et pour que justement ils soient très vigilants au niveau des consultations, parce que recrudescence des cancers, dû à l'amiante, enfin tout un tas de maladies. Et ça, c'est vraiment inquiétant, mais il y a eu quand même aussi énormément de bâtons dans les roues, parce que quand on pointe du doigt les industriels qui sont en train de nous tuer petit à petit, là, on n'est forcément pas vu d'un très bon oeil. Ensuite, je voulais rebondir sur le jeune homme, là, par rapport à la fermeture de la Barcelone, Carfos. Mes fils sont dockers. Okay, donc je sais. Voilà, alors déjà, au niveau des dockers, je pense qu'ils embauchent maintenant un peu tout et n'importe quoi. Le métier de docker, c'est un véritable métier. Et s'il n'y avait pas les dockers, on crèverait de faim, littéralement. On a vu qu'ils ont été quand même là pendant la période Covido-Circus. Allez, la troisième chose, je vais pas m'étaler parce qu'en plus je suis malade aujourd'hui. Moi j'habite Port-de-Bouc et il y a un quartier où je vis qui a été réhabilité sur 5 ans au niveau de tout ce qui est menuiserie, électricité, etc. Et puis là il parle d'aménagement extérieur sur les extérieurs, mais sans consulter les locataires. Donc c'est des bureaux d'études. C'est la mairie de Port-de-Bouc, c'est la métropole. Et en fait, on n'a pas eu le vent qu'il y avait cette réunion. Et moi, je suis arrivée par hasard en leur disant, mais maintenant, il faut arrêter de prendre les citoyennes et les citoyens pour des cons. Nous sommes les premiers concernés, puisque c'est nous qui vivons là-bas 24 heures sur 24. Vous allez décider à notre place comment réaménager les extérieurs du quartier. Alors on nous a parlé des végétaux, on ne peut pas planter de pelouse parce que l'eau ça coûte très cher, et je le conçois, ça coûte très cher. Alors moi je veux bien, on parle d'arbres, comment ça s'appelle, exotiques et tout, mais non, on habite la Provence. Dans les collines, qu'est-ce qui pousse? Ça a besoin d'énormément d'eau, hein, la nature, elle pousse avec le peu d'eau qu'elle reçoit. Et je voulais terminer mon intervention en disant que pour moi, ça ne concerne que moi. L'écologie est pour moi, ce ne doit pas être un parti politique, parce que ça concerne tout le monde, tous les habitants de cette terre. Et si dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants à ne pas gaspiller, à recycler, qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 paires de baskets dans sa penderie, 10 jeans, etc., ça irait nettement mieux. Voilà. Après, tous les termes techniques, tout ça, je ne gère pas. Vous êtes là pour ça. Voilà, merci. Merci, Pascal. Qui veut intervenir à nouveau? Pour info, il y a Manuel qui arrive. Il y a Manuel Bompard qui va arriver, donc peut-être qu'on peut encore une fois remercier tous les intervenants qui ont chacun apporté, c'était passionnant, hein, parce que chacun a apporté sa pierre bien connue, bien vécue de ce qu'il vivait, de ce qu'il ressentait, de ce qu'il connaissait. Donc merci, et puis merci à Marina, notre super eurodéputée qui va se battre avec nous pour toutes ces causes qui sont de belles causes. On fait une petite pause et puis la deuxième partie, je rappelle, la deuxième partie, ce sera un meeting plutôt des luttes. Il y aura en avant-première
le compte-rendu de mandat de notre élu insoumis Frédéric Grimaud, qui est élu au conseil municipal. Et ensuite, eh bien, il y aura intervention de gens qui luttent, des mamans qui ont obtenu des ouvertures de classes et plein de luttes aussi. Et ensuite, Manuel Bompard qui nous en dira plus, tout frais sorti de la manif à Marseille, j'imagine.